Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, celle de l'émergence de la peur d'un complot en Occident. La sorcellerie occidentale est un phénomène historique, complexe et passionnant qui connaît un regain d'intérêt marqué depuis quelques années. Il fait couler l'encre de nombreux essayistes de divers horizons qui le récupèrent dans les écrits tantôt militants, folkloriques ou même ésotériques. On le retrouve parallèlement sous la plume de différents scénaristes qui le réinsèrent dans des productions de culture populaire, comme par exemple la série Sabrina ou même A Discovery of Witches. Bref, la figure de la sorcière est à la mode et se présente tantôt en icône féministe, folklorique et même dans des mouvements de revendication. Bien que très intéressant, cette récupération contemporaine peut verser dans la réification et tend à occulter la vérité historique, qui sera l'objet de cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à me suivre dans cette aventure. D'abord, il faut comprendre que la grande chasse est l'aboutissement d'un long processus évolutif des mentalités médiévales et dont les pères fondateurs de l'Église sont en partie responsables, en raison des récupérations qu'ils déploieront, parfois même inconsciemment. Pour vous la faire court, la grande chasse prend forme à la rencontre d'anciennes croyances, de nouvelles formes d'ordre social, de lutte de pouvoirs religieux, politiques et juridiques. D'abord, il est intéressant de constater qu'il n'y a rien de nouveau dans le discours de discrédit utilisé contre les hérétiques et les sorciers selon lequel ils seraient membres d'une société secrète pratiquant l'inceste et le cannibalisme. Et même, ironiquement, le pacte avec le diable, véritable fondement juridique censé crédibiliser la société secrète, a aussi des origines antiques. Ces accusations sont récupérées par l'Église dès le XIIe siècle. On en retrouve entre autres l'écho dans le livre d'Isaïe, dans la légende de Basile le Grand, et les textes théologiques de saint Augustin l'abordent également. Ces récits et ces textes feront du pacte un sujet populaire à partir de l'an 1000. Fait intéressant, saint Augustin va apporter une nouvelle conception du pacte. Il considère le pacte avec le diable comme un contrat privé fondé sur le consentement mutuel. Et cela va prendre une grande importance. Il s'agit alors d'un acte de malfaisance conscient et condamnable. L'idée du contrat est très implantée au Moyen Âge. Le concept du pacte avec le diable se renforce à la rencontre du concept juridique du système social seigneur et vassal. Le diable est ainsi doté de savoir juridique et inquiète les démonologues qui vont notamment s'inspirer des textes fondateurs de l'Église pour rédiger leur ouvrage contre les sorciers. De grands changements s'amorcent autour de l'an 1000 dans toutes les sphères de la société médiévale. Le temps où on espérait le retour de l'Empire romain est passé, l'heure est à l'avenir. Et on déploie une réelle volonté de tout rationaliser, d'ordonner et de classer. On l'oublie souvent, mais le Moyen Âge est une époque très structurée et structurante. On le constate dans l'organisation du territoire, où le village est organisé autour de son église qui permet ainsi de contrôler la population. Au 12e siècle s'achève la mise en place du réseau paroissial qui, avec la théologie et la scolastique, va déterminer la vie normale de la société, celle d'une société chrétienne sous le pouvoir de la papauté. Comme c'est souvent le cas, cette quête de l'idéal, la volonté de tout normaliser et de tout uniformiser va entraîner
le rejet de la différence. Le développement de la vie universitaire et des universités vont renforcer l'idée de ce qui est normal et anormal, avec de nouvelles réflexions sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, la vérité et l'erreur. Il est alors possible d'identifier les individus qui ne correspondent pas à l'idéal social. Le Concile de Latran IV, en 1215, est un événement majeur dans l'histoire médiévale et est en partie lié à ce désir de tout structurer. L'Église, ce système de pouvoir qui avait jusqu'ici habilement su tirer avantage d'anciennes croyances et de nouvelles structures sociales, est à son apogée et va se montrer soucieuse d'accentuer son pouvoir et son contrôle. Pour ce faire, et vous allez comprendre le lien, elle va affirmer la nécessité de lutter contre l'hérésie, alors définie comme toute doctrine contraire à l'Écriture sainte. Les cathars et les manichéens étaient particulièrement ciblés à cette époque. L'Eucharistie va être redéfinie et pour la première fois dans l'histoire des conciles, la notion de transsubstantiation est abordée. Retenons que l'Eucharistie est importante pour la suite des choses. Le 4e concile de Latran décrète aussi que les Juifs devront porter un signe distinctif. L'Inquisition naît peu après, en 1233, sous le pontificat de Grégoire IX. Son pontificat va être notamment marqué par le travail de codification. Son Vox in Roma est le premier texte qui affirme la réalité des cérémonies maléfiques et secrètes organisées par les hérétiques. Une véritable période trouble s'enclenche après cela. Confrontée aux disettes et aux pandémies, la société médiévale voit apparaître l'idée du complot en 1321. Alors qu'on accusera les lépreux de gâter les récoltes et d'empoisonner les puits, afin de propager leur maladie, et de vouloir s'emparer du pouvoir du royaume de France. Les Juifs seront en prime soupçonnés de s'allier aux musulmans d'Espagne pour renverser le christianisme. La chasse anti-juive va s'étendre jusqu'à leur expulsion définitive du royaume en 1323. Le pape Jean XXII a élaboré des outils intellectuels qui seront utilisés plus tard pour la chasse aux sorcières. Mais il pose les bases d'une nouvelle perception de la magie et des savoirs. Sa bulle, Super Illius Pecula, énonce pour la première fois que la magie est liée aux démons et est par conséquent une forme d'hérésie. L'hérésie se teinte ainsi de sorcellerie. Et le rôle de l'inquisiteur est donc de le combattre. L'association sorcellerie-hérésie déterminera l'ampleur que va prendre la grande chasse pour la suite. Après le grand schisme de 1378 à 1417, l'Église est profondément diminuée et elle voit son pouvoir défié. Elle va commencer à considérer les hérétiques comme toute attitude critique envers elle et elle va se montrer beaucoup plus agressive envers tous ceux qu'elle identifie comme une menace. C'est ainsi qu'elle déploie le terreau fertile nécessaire à la naissance de la grande chasse et à l'imaginaire du sabbat. Depuis le Languedoc, on va construire des bûchers. Les Vaudois, les Juifs et les lépreux, ces fameux divergents, en seront les premières cibles. C'est Hans Franz, en 1430, qui pour la première fois relate une chasse aux sorcières menée en Valais.
Il décrit une secte qui s'apprête à renverser la société pour imposer son pouvoir et se doter de tribunaux particuliers. Ce danger d'ordre premier, qui menace la société tout entière, sera le pivot de la Grande Peur. Son texte est aussi le premier à décrire l'imaginaire du sabbat. Les décennies qui suivront vont voir se répandre dans les Alpes occidentales, du Dauphiné au Piémont, des croyances similaires, relatées dans plusieurs textes. L'imaginaire du sabbat s'installe donc dans les mentalités pour y rester pendant plusieurs siècles. Une nouvelle croyance est donc née, celle des sorciers, hommes et femmes, formant une secte dont les membres ont renié la foi chrétienne pour jurer fidélité au diable, scellant un pacte. Fait intéressant, ce n'est pas un hasard qu'apparaissent les premiers témoignages dans les Alpes occidentales. La région était devenue un refuge des hérétiques vaudois qui, poursuivis par l'Inquisition, durent y vivre dans la clandestinité. Ils sont incompris par l'Église et la société chrétienne, qui déforment progressivement leurs rites et leurs pratiques pour en faire quelque chose d'obscur et encourager la répression. L'idée du sabbat se développe rapidement dans les mentalités et elle contribue à effrayer la population. Il est intéressant de noter que tous les auteurs qui ont décrit l'imaginaire du sabbat proviennent tous de milieux culturellement et socialement très différents. Cela a permis la propagation et la diffusion de la peur dans toutes les sphères sociales et son assimilation autant dans des milieux laïques que cléricaux. Il ne fait aucun doute que l'Église a allumé les braises de la peur de la sorcellerie et du complot dans le but d'affirmer et de démontrer sa toute-puissance. Tout comme il ne fait aucun doute que de nombreux laïcs ont grandement contribué à l'imaginaire du sabbat. La répression systématique de la sorcellerie-hérésie rassemblera inquisiteurs et juges laïcs aux intérêts propres et en quête de pouvoir. Que s'est-il donc passé pour alimenter l'imaginaire collectif? Au sortir du Grand Schisme, a eu lieu le Concile de Bâle entre 1431 et 1449. L'Église devait y préciser les pouvoirs pontificaux et lutter contre un nouveau type d'hérésie, dont les Hussites, qui remettaient en question son monopole et rejetaient les sacrements, notamment l'Eucharistie. La question des sacrements était au cœur des réflexions et les clercs ont modelé autour de leur adversaire. Entre autres Hussites, une figure de l'hérétique ennemi du sacrement qui souillait l'Église et la profanait. C'est donc ainsi que l'idée d'une contre-Église naquit. La question hussite participa grandement à l'imaginaire de la négation du christianisme, de ses sacrements et de sa liturgie, et de la soumission au malin. Les auteurs du premier texte du sabbat, de la décennie 1430 et 1440, ont tous assisté au concile de Bâle. Le reniement du christianisme qui constituait le crime de sorcellerie apparaît donc au tableau de chasse clérical. Cela confiait aux inquisiteurs un rôle de première importance à la sauvegarde de l'Église. C'est ainsi que la sorcellerie devient entre le 15e et le 17e siècle le nouveau fléau à combattre pour le bien commun. En utilisant la délation comme moyen d'opération et asseoir leur pouvoir, les inquisiteurs plongèrent la population dans un climat de terreur et de dénonciation. La Grande Chasse a donc un berceau géographique et temporel. Elle coïncide avec la période d'insécurité politique, économique et épidémique de l'Europe occidentale, tout en ayant comme trame de fond le grand schisme et les rivalités de religion. Ces premiers ressorts proviennent des pères de l'Église, mais ils furent grandement récupérés par ses réformateurs. Les inquisiteurs et les juges laïcs ont aussi joué un rôle de première ligne dans la diffusion et la condamnation des sorciers et sorcières. On ne peut ignorer non plus l'effet de levier sur la peur du complot
qui a dû avoir la multiplication des ordres religieux ou encore l'invention de l'imprimerie qui permit la diffusion des textes démonologiques. Prochainement, j'aimerais vous revenir afin d'aborder plus spécifiquement la question des femmes sorcières, cibles de condamnation, rendues privilégiées par des vieilles conceptions païennes et de la déesse Diane. L'histoire de la femme sorcière comme cible dans la grande chasse n'est pas aisée à faire et demande beaucoup de prudence. Mais j'ai ciblé quelques cibles qui pourraient être intéressantes à discuter et à réfléchir. J'espère que ce petit bilan vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine.